Bonjour Monsieur Ancel, j'ai Monsieur Ancel dans ma voiture. Quel bonheur. Comment ça va Monsieur Ancel? Salut tonton Maurizio. Ben d'abord, je suis content que tu m'emmènes parce que la météo est quand même incertaine aujourd'hui et que tu conduis toujours exceptionnellement bien et que d'autre part, je trouve ça vraiment marrant ton idée de faire une interview à l'intérieur d'un véhicule. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est à force d'emmener les gens, je me suis dit, mais en fait, plein de gens ont plein de choses à dire. Et ça m'est venu l'idée d'interroger les gens. Alors vous, c'est particulier parce que vous, je vais vous expliquer un petit peu le long du trajet, mais vous, j'ai 1000 questions à vous poser parce que au fur et à mesure que je regardais des vidéos et que je m'informais, j'ai dit de quoi on va parler. En fait, on a 1000 sujets à parler. Vous survolez tout, vous êtes à chaque fois que je vous écoute, je suis en kiff. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et alors, la première chose que je veux vous dire, c'est merci, parce que vous êtes un homme de parole. On s'est connus, je vous ai appelé, vous m'avez dit le jour où tu as besoin, je vous ai appelé, vous avez dit oui, on a eu du mal à se caler, mais vous êtes là. Et la parole, c'est quelque chose qui est hyper important, qui se perd. Donc merci à vous. Voilà. Tu vas me faire rougir derrière, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Vous savez, quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite acheté ce livre que vous allez me dédicacer. Avec grand plaisir. Un casier bleu chez les Khmers rouges, qui est extraordinaire, que j'ai adoré, que j'ai lu. Alors, il y a déjà, on s'est connus il y a peut-être 2 ans. Ouais. Et je l'ai lu dans la foulée. Et je vous dis, en préparant cet entretien, je me suis dit, mais moi, je vous ai revu sur un plateau télé parler, alors bien sûr qu'on va en parler, du conflit israélo-palestinien, j'ai vraiment envie que vous m'en parliez, mais quelle carrière. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, est-ce que vous êtes heureux? Écoute, je ne sais pas si heureux je sais répondre, mais je suis chanceux. D'abord parce que j'ai traversé des moments dont j'étais persuadé que je ne reviendrais pas. Et donc je me dis quelle chance d'avoir eu autant de vie. Et puis je suis chanceux parce que aujourd'hui, j'ai réussi à trouver des équilibres entre une vie familiale bien remplie. J'ai 3 jeunes filles qui sont adultes. Il me manque juste des petits-enfants, mais on ne peut pas tout avoir. Et puis une vie professionnelle qui est extrêmement intéressante. Et je suis directeur de la communication d'un grand organisme de retraite. Et j'ai aussi la chance de pouvoir écrire. Maintenant, ça fait presque 15 ans que j'écris. Je vais publier mon 6e livre fin janvier. Ça portera sur Saint-Cyr, l'école de la Grande Muette. Voilà, je voudrais montrer comment moi j'ai réussi à échapper à cette culture du silence qui nous a pourtant été instruite. Et puis j'aime beaucoup chroniquer dans les médias pour commenter l'actualité. En général, moi je viens surtout pour parler des affaires de guerre, de tension, mais pour montrer avec une culture militaire comment on peut interpréter les informations qu'on nous donne, qui sont souvent difficiles à décrypter si on n'a pas cette forme de culture particulière qui permet par exemple de comprendre que non, on ne peut pas faire une frappe chirurgicale quand on utilise des bombes de 250 kg sur la bande de Gaza. Voilà, c'est ça que j'essaye d'apporter, c'est une forme de décryptage. Après, les auditeurs en pensent absolument ce qu'ils veulent. Moi, je viens pas avec un prêt-à-penser, je viens juste avec des lunettes de vision nocturne qui leur permet de voir dans le noir un peu plus de la réalité. J'ai plus de questions. Non mais c'est ça, c'est vous parler comme vous écrivez, comme quand je vous ai connu, et je pense que dans 10 ans, 20 ans, vous serez le même. Vous êtes un vrai, c'est pas passionné le mot, vous êtes un vrai bonhomme, avec des vraies valeurs, avec des principes et avec une façon, je sais pas si on appelle ça l'éloquence, vous avez un discours, vous avez une façon de présenter les choses, de dire les choses, on peut pas se fâcher avec vous. Pourtant, ça arrive. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés avec ce que je raconte, en particulier quand ça ne correspond pas à leurs idées. Mais la différence avec toi, Maurizio, c'est que là où ils devraient se dire, tiens, lui, il pense pas comme nous, ça devrait nous faire réfléchir, ben, malheureusement, il y en a beaucoup qui se disent, non, lui, il pense pas comme nous, donc il faut absolument arriver à le pousser de côté. Et s'il pouvait tomber dans les escaliers, ce serait mieux. C'est un peu ça. Je dirais l'essence de notre société, c'est d'arriver à trouver des points d'équilibre qui permettent à tout le monde de bien vivre ensemble, plutôt que d'essayer de se monter les uns contre les autres. Moi, j'ai eu la chance et la malchance de participer à 4 guerres et traverser 3 génocides, et je vois très bien quelles sont les conséquences
de ces discours de haine, comment ça se termine inéluctablement par de la violence, une violence inutile et que tout le monde finit par regretter parce qu'elle ne mène à rien. Ouais, c'est ça. Je vous ai encore vu il n'y a pas longtemps. Alors, on va faire un entretien, on va avoir un entretien complètement dispersé, mais en même temps cadré, parce que vous me parlez tout de suite de ça. Et je vous ai vu récemment expliquer que c'est pas une guerre. Et ça, c'est super important, parce que moi, j'ai pas de positionnement face à ça, je suis démuni. J'ai aucune légitimité, je suis le simple citoyen et ça me rend malheureux, je peux plus regarder le 20h, c'est monstrueux et vous expliquez calmement que c'est pas une guerre. C'est vrai que le conflit que mène Israël contre le Hamas sur la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, puis à la frontière du Liban, et puis maintenant ça s'étend à la mer Rouge, c'est un conflit très particulier parce que c'est pas deux armées qui s'affrontent. Nous, on a tous une notion de guerre classique, avec une armée contre une armée, puis c'est celui qui a vaincu ou qui a perdu. Voilà, on sait presque le dire. Un pays contre un pays. Mais là, le Hamas, c'est une organisation politique, j'allais dire, franchement, terroriste depuis l'attentat du 7 octobre, où elle a montré qu'elle respectait aucune règle et aucun code. Et par conséquent, en face d'elle, elle a un pays sidéré par cette attaque, et qui se comporte avec une violence inouïe, et je dirais presque en miroir de ce qui s'est passé dans cette attaque qui les a pourtant sidérés. Et je suis triste de voir que le gouvernement Netanyahou, parce que c'est lui qui a pris ces décisions, emmène Israël dans un gouffre, le gouffre d'une violence sans objectif atteignable et surtout sans limite. Voilà, ça me fait lien avec ma question, où on va ? Là, j'ai vu vous avez donné des interviews le mois dernier, il y a 2 mois, il y a 3 mois, on en est où là, on va où Alors, la situation, en particulier sur la bande de Gaza, est très inquiétante parce que tout voudrait que Israël sorte de cette offensive destructrice, dévastatrice pour les Palestiniens et commence à réfléchir à l'après-offensive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour construire une solution durable pour que Palestiniens et Israéliens puissent coexister pacifiquement. Et en fait, on a l'impression du contraire. On a l'impression que Netanyahou s'est engouffré dans une impasse et que il y a une forme de fuite en avant actuellement. Plus on lui dit, mais vous pouvez pas continuer comme ça, vous pouvez pas bombarder tous les jours un immense camp de réfugiés qui est devenu un camp de rescapés maintenant, de survivants, qui est aussi un camp de ruines du fait des bombardements. On estime quand même aujourd'hui qu'il doit y avoir à peu près 30 000 morts, si on compte les gens qui sont sous les décombres. 30 000 morts, ça veut dire 120 000 blessés et morts au total. C'est gigantesque, c'est une ville moyenne de la France qui a été rasée de la carte. Et on ne comprend pas où peut aller le gouvernement Netanyahou en poursuivant cette politique. Parce que les deux objectifs qu'il s'était fixés, c'était détruire le Hamas. Or, le Hamas montre tous les jours que, alors lui, ça lui pose aucun problème cette guerre. Au contraire, c'est ce qu'il voulait. Et puis, l'autre objectif, c'était de récupérer les otages. Et en fait, jusqu'ici, Israël n'a pu récupérer des otages que quand ils ont stoppé cette guerre. Donc c'est ça qu'on espère. On sait qu'actuellement, il y a une négociation en cours sur un plan de paix qui a été proposé par les Égyptiens et que ce plan commence par une trêve prolongée qui permettrait au moins de rendre les quelques dizaines d'otages qui sont encore en vie. Je dis bien quelques dizaines parce que sur les plus de 120 qui étaient censés être aux mains du Hamas, aujourd'hui, s'il en reste 60 à 80 en vie, ce serait formidable. C'est juste incroyable. Alors, je précise que vous avez été, s'il y a des gens qui ne vous connaissent pas, vous avez été chef des Casques Bleus, vous avez une carrière militaire de 20 ans. Alors, j'ai pas été chef. J'ai participé comme jeune officier à pas mal d'opérations, mais j'ai dirigé des équipes. J'ai commencé au Cambodge, qui était ma première opération. Je crois que c'est votre livre, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est ça, absolument. Ouais. J'étais chef de patrouille chez les Khmers rouges et j'étais négociateur, en jungle. C'était un apprentissage très difficile, une opération pendant laquelle j'ai été formé par un officier chinois qui avait été instructeur des Khmers rouges. Ça m'a beaucoup appris en particulier sur les mouvements extrémistes et radicaux. Et puis ensuite,
je suis parti avec la Légion étrangère au Rwanda pour une mission soi-disant humanitaire, mais où malheureusement la France, au lieu d'empêcher la commission de ce génocide, est allée apporter son soutien à ceux qui commettaient le génocide. Au cri d'eux, c'était ses alliés de l'époque. Ouais. Et ça a été dramatique. Donc j'en ai fait un autre livre qui s'appelle Rwanda, la fin du silence. Et puis après, je suis parti à Sarajevo avec la Légion étrangère. Là, j'étais responsable du guidage des frappes aériennes, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas énormément de drones pour s'assurer qu'une frappe se passe correctement. En fait, on était obligé d'emmener une équipe très très proche de la cible pour guider les aviateurs et s'assurer qu'ils ne commettent pas un impair terrible. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 6 mois. Ça a été très compliqué, très dur. Et en particulier, ça s'est terminé par mon 3e génocide qui était les massacres de Srebrenica. Tous les hommes ont été tués par nos amis serbes. Un véritable massacre, un génocide. Et puis ensuite, j'ai fait quelques opérations moins compliquées à Mostar, dans les Balkans pour l'OTAN, mais là, c'était relativement clair. J'ai fait de l'antiterrorisme aussi. Voilà. Comment on ressort de tout ça? Moi, je vous écoute, vous êtes un livre ouvert. Je me dis, nous, on est là, il pleut, on se dit, ah, il pleut, on est là, comme je disais, on a l'impression qu'il y a un avion qui s'écrase sur nos grolles. Vous avez traversé tout ça. Comment on ressort de tout ça? On en ressort forcément jamais complètement indemne. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que j'éprouve ce besoin de l'expliquer et de l'écrire, parce que pour moi, c'est une manière de ne pas vivre avec mes fantômes. Mes camarades, mes compagnons d'armes ont tous été très marqués par ces expériences qui sont quand même des expériences d'une violence extrême et qui forcément laissent une marque indélébile dans nos esprits. Et en même temps, souvent, une marque d'espérance, parce qu'on a vu les situations les plus épouvantables qu'on puisse imaginer, et pourtant on a vu les hommes et les femmes continuer à vivre au travers, et on espère tous que justement dans cette situation de guerre, en 2023, il y a eu 2 grandes guerres qui nous ont vraiment mis en danger, qui nous menacent encore aujourd'hui. On espère que ces guerres vont arriver à s'éteindre et puis qu'on va pouvoir rétablir cette vie dans la société qui est indispensable. Ouais. Je vous écoutais là et je vous dis, je suis vraiment un de vos premiers admirateurs, mais sans lèche aucune, je ne fais pas du cirage de grolle, mais vous parliez d'Israël et est-ce que ça s'apparente un peu à Poutine? J'ai entendu quelqu'un dire qu'il est sur un point de non-retour, Poutine, donc il est obligé d'aller au bout, et Netanyahou, est-ce que ça s'apparente un peu? C'est un peu le même... il ne peut pas faire demi-tour, il ne peut pas dire stop, parce que sinon, qu'est-ce que va dire l'opinion? Voyez, est-ce que ça s'y apparente, les 2 conflits? C'est pas les mêmes motifs, c'est pas les mêmes... comme vous avez dit, il y en a un, c'est une guerre, une vraie guerre, et l'autre, c'est un conflit, ou je sais pas comment on va appeler ça. Il y a des points de... Il y a beaucoup de connexions. Voilà. Déjà dans le commencement. C'est vrai que c'était très troublant parce qu'on n'imagine pas que les choses se déclenchent par coïncidence. Le 7 octobre, quand le Hamas a déclenché cette attaque bestiale contre Israël, qui a déclenché en fait cette opération de dévastation par Israël après sur la bande de Gaza, le 7 octobre, c'est exactement le moment où en Ukraine, le front va se renverser. On pense que les Ukrainiens sont sur le point de percer la digue russe, et s'ils la percent, ils déstabilisent complètement l'armée de Poutine. Or, juste à ce moment-là, la crise se déclenche au Proche-Orient, et on voit bien comment, en un instant, toute l'attention et tous les soutiens des pays occidentaux sont partis sur Israël. On avait l'impression à ce moment-là, début octobre, que l'Ukraine n'existait plus. Et si on l'a traité dans un média, c'était presque, faute d'autre chose, quoi. Mais ça ne devenait même plus une information de 2e ordre, ça devenait une non-information. La seule chose qui importait, c'était qu'est-ce qui se passait là, immédiatement en Israël. Et ça a beaucoup perturbé le conflit en Ukraine, parce que le front s'est renversé, pas seulement à cause bien sûr du Hamas et d'Israël, mais c'est vrai qu'il y a une connexion très très forte. On voit que les principaux gagnants, les seuls bénéficiaires de l'offensive actuelle du gouvernement Netanyahou, au fond c'est le Hamas, qui voulait entretenir un état de guerre permanent avec Israël, et qui y réussit d'autant mieux que quelque part il joue un pas de danse à 2 avec Netanyahou, et puis d'autre part c'est Poutine. Parce que Poutine est le grand gagnant de cette guerre en Israël. Ça lui a permis de revenir sur la scène internationale, alors que de plus en plus, ça devenait un marginal, un paria avec qui personne ne voulait parler. Et il va même sans doute essayer de montrer que c'est lui qui joue un rôle clé
pour amener la paix au Proche-Orient, qui est quand même un comble. Je veux dire, c'est lui qui a complètement foutu le feu en Ukraine, aux portes de l'Europe, et c'est lui qui va jouer les faiseurs de paix au Proche-Orient. Donc c'est un homme, à mon avis, particulièrement dangereux. Et oui, il y a une connexion très forte entre le jusqu'au-boutisme de Poutine, dont on voit bien qu'il n'a pas de marche arrière, et que même s'il proposait par exemple une trêve en Ukraine, ce serait que pour mieux reprendre les combats plus tard. Et Netanyahou, au fond, en termes d'état d'esprit, est assez proche, même si aujourd'hui, bien sûr, il est en très forte tension avec Poutine, puisque Poutine soutient ouvertement le Hamas maintenant, mais on voit bien que Netanyahou est un jusqu'au-boutiste et qu'il n'est pas capable, à un moment, comme le font les grands hommes d'État, de dire « ça suffit, maintenant on va arrêter de faire la guerre avec l'Allemagne tous les 30 ans, on va construire ensemble quelque chose qui nous permettra de voir nos destins liés ». Je pense que Netanyahou est quelqu'un de dangereux, même si Poutine est 1000 fois plus dangereux que lui, du fait de la puissance des moyens et surtout de son cynisme total, lui qui n'hésite pas, Poutine, à envoyer des milliers de jeunes gens mourir pour son bon plaisir. Vous avez connu l'armée il y a combien, 40 ans ? Oui. 40 ans après, le constat, c'est quoi ? On est maintenant dans je sais pas comment appeler ça, des conflits d'intérêts. Le monde va mal ? Moi, je suis rentré dans l'armée, j'ai fait Saint-Cyr il y a 40 ans, sous la direction de Georges Lain, le général qui est décédé l'été dernier, qui s'occupait des travaux de restauration de Notre-Dame. Et ce qui m'a frappé, c'est que ma génération, donc c'est les années 90, on est en opération jusqu'au début des années 2000, après c'est une autre génération qui vient, on voit une multiplication des opérations dites de rétablissement ou de maintien de la paix. On essaye d'éteindre des conflits anciens, typiquement le Cambodge, la Yougoslavie, la Somalie, en Afrique. Et en fait, depuis cette génération-là, on voit de nouveau des conflits se multiplier, alors qu'en Europe en particulier, les gens étaient persuadés que la guerre ne les concernait plus. Qu'au fond, ils étaient plus touchés par ce phénomène, que la guerre c'était loin, c'était au Rwanda, c'était en Afghanistan, et que ça les concernait, mais de manière un peu indirecte. La guerre en Ukraine, pour moi, change tout, parce que c'est la première fois qu'on comprend qu'en fait, la guerre est à nos portes. Et que typiquement, un Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Une fois qu'il aura fini de conquérir l'Ukraine, il exigera d'avoir l'Est de la Pologne, parce qu'il estime que ça fait partie de l'ancien empire russe, et puis il s'attaquera aux États baltes, et à ce moment-là, ça nous mettra dans l'obligation d'intervenir. Et nous, pendant ces 30, 40 dernières années, ma génération en particulier, on a désarmé nos pays au cri de on a peut-être besoin d'un corps expéditionnaire léger pour intervenir loin, mais on fera plus jamais la guerre classique, blindée, mécanisée en Europe. Et aujourd'hui, on découvre avec stupeur que non seulement c'est possible, mais qu'en plus c'est probable. Et par conséquent, on est très désarmé. Et le seul moyen de réarmer ces pays, ce serait clairement aujourd'hui d'accepter que ce soit au niveau de l'Union européenne qu'on se réarme, que ce soit tous les pays européens qui fassent masse pour dire on a une armée qui tient la route, c'est-à-dire une armée du niveau des États-Unis, et on n'est plus dépendant d'une élection présidentielle, du retour par exemple éventuel d'un Donald Trump, qui serait un drame pour le monde entier, et de se dire non, on sera capable de se défendre tout seul, parce que l'Union européenne a mis en place les moyens nécessaires, exactement comme elle l'a fait d'un point de vue commercial, industriel ou de santé. On s'en souvient que la dernière crise du Covid, où l'Union européenne avait remarquablement géré la production des vaccins pour que ça ne devienne pas une guerre entre pays européens, mais que ça devienne bien un bien commun. Ben aujourd'hui, notre sécurité, c'est un bien commun. Et moi, je pense que si l'Europe ne s'en occupe pas de manière responsable, on sera tous en très grand danger. Vous êtes ni positif ni négatif sur l'avenir, vous appréhendez ? Moi, ce que j'espère, c'est que ce sera une chance pour l'Union européenne de réaliser que maintenant, il faut faire l'Europe de la sécurité. Il faut arrêter de penser que la sécurité, c'est l'affaire de pays qui se prennent encore pour des grandes puissances comme la France, alors qu'en réalité, ce ne sont plus que des pays moyens. Ce ne sont plus que des puissances moyennes. Mais quand elles se rassemblent, là, elles atteignent un véritable seuil. Regardez ce qui s'est passé avec les géants de l'informatique. Quand la France essaye de parler à Facebook ou à Twitter, on voit bien que l'autre en face, il n'en a rien à talquer. Quand l'Union européenne
le menace d'une amende de quelques milliards d'euros, elle est capable d'imposer ses règles et de dire non, ça ne se passera pas comme ça dans l'Europe, ça se passera comme on va le dire. On voit bien que l'Europe, c'est notre voie de sortie, c'est la seule, configuration qui est suffisamment importante pour nous permettre de se protéger. Si on joue encore longtemps nos petits nationalismes, je pense que là, on se met en grande difficulté. Si au contraire, on est capable à un moment d'avoir le courage de dire c'est très bien qu'on garde nos cultures nationales, nos langues, etc. Mais nom de chien, on est capable de faire une fédération européenne avec des moyens puissants. On l'a fait du point de vue industriel. Regardez le succès de l'Airbus, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui imagine lancer une entreprise nationale à sa limite pour essayer de fabriquer des avions de transport. Pour la défense, il faut qu'on fasse la même chose. Qu'on ait un constructeur de chars européens, qu'on ait un ou deux constructeurs d'avions de combat européens et que tout le monde s'astreigne à avoir le même équipement, les mêmes standards de formation et puis surtout qu'on soit ensemble pour se battre contre les menaces qui sont devant nous parce qu'elles ne cesseront pas du fait de notre bonne volonté mais seulement de notre capacité à se défendre. Ouais, ça va être long et laborieux, mais on peut y arriver. On peut, s'il y a j'ai envie de dire une prise de conscience, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, les choses peuvent s'améliorer. On peut retrouver je ne sais pas comment appeler ça, un bien-être, un avenir durable. Ça peut se calmer tout ça. Oui, en fait, si je regarde la guerre en Ukraine, par exemple, pour moi, il y a deux grands scénarios qui se profilent maintenant. Il y en a un remarquable où on arrête de faire la guerre par procuration, on s'implique beaucoup plus que ça, y compris d'envoyer des hommes en Ukraine, des hommes et des femmes se battre aux côtés des Ukrainiens, flanquer une raclée aux Russes qui sont en Ukraine. Je ne dis pas mettre en danger la Russie, on n'a pas à faire ça. On n'a pas à traverser la frontière russe. Mais par contre, renverser les Russes qui ont essayé d'envahir l'Ukraine et puis de faire en sorte que ça déstabilise complètement le pouvoir menaçant de Poutine. Et là, on peut espérer que, y compris la Russie, se reprenne. Ils disent on ne peut plus jouer à ça, on n'est pas un empire menaçant, on doit être une grande nation qui vit dans le concert des nations. Ça, c'est le scénario que j'espère. Et puis le scénario épouvantable, c'est un scénario où c'est la tentation de Munich qui l'emporte. C'est-à-dire que là, on voit très bien que en ce début d'année, où le front est incertain en Ukraine, il va y avoir une très forte tentation de dire « et si on stoppait cette guerre ?» Stopper cette guerre, c'est pas compliqué. Il suffit de faire des concessions à Poutine, de reconnaître que Poutine a gagné une partie du Donbass, c'est l'est de l'Ukraine, qu'on lui laisse bien sûr la Crimée, et puis qu'on arrête de soutenir les Ukrainiens, et lui fera semblant de faire des concessions, il dira oui, très bien, on s'arrête là. Bon, vous savez parfaitement que j'aurais aimé aller plus loin, mais regardez, je suis un type raisonnable, je vais me contenter de ces conquêtes. En fait, il va se contenter de récupérer la mise de ce qu'il a déjà envahi par la force, et puis surtout, il va gagner 1 ou 2 ans pour reconstituer une partie de son armée qui a été très ébranlée et abîmée par cette guerre en Ukraine, et dès qu'il aura le niveau de force suffisant, il relancera une guerre contre l'Ukraine, et très probablement contre les pays baltes et contre la Pologne. Et à ce moment-là, on sera obligé d'aller se battre. Même les Français, les Britanniques en ont plus conscience, mais les Français qui sont persuadés que cette guerre est loin et qu'elle ne nous concerne pas directement, ils se rendront compte le jour où la Pologne sera attaquée par la Russie, que bien sûr on sera obligé d'aller se battre, et que là, il sera temps de réaliser que malheureusement, on n'a pas fait l'effort nécessaire pour reconstituer un outil de combat qui nous permette de résister, comme l'Ukraine essaye de résister aujourd'hui à la Russie. Quand je vous écoute, moi, ça me passionne, je bois tout ce que vous dites, mais est-ce que c'est possible en vrai ? En fait, je suis très inquiet. À mon avis, avec Poutine, ça ne l'est pas. Parce que Poutine n'est pas un homme qui est capable réellement de faire des concessions. Lui, il a décidé qu'il allait reconstituer un empire fantasmé, et jusqu'à la fin de sa vie, et il est prêt à payer pour ça la vie de millions de jeunes Russes, et puis évidemment des gens qui sont en face. Il consacrera tout à réaliser son cauchemar. Et ça, il faut comprendre que tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix durable en Europe ni dans le monde, parce que moi je suis persuadé que Poutine a joué un rôle clé dans le déclenchement du conflit en Israël. C'est pas le Hamas qui a décidé tout seul, il n'en avait même pas les moyens.
de mener une attaque de ce niveau-là contre Israël. Israël qui a une armée moderne, qui a une armée très structurée, très organisée, très puissante. Le fait que le Hamas vienne le provoquer de cette manière, ça relève typiquement de l'esprit de suicide de Poutine, qui est toujours prêt à lancer et allumer de nouveaux conflits pour déstabiliser l'ordre mondial actuel. Ouais, on est dans une récup, on est dans une intox. Il y a un gros côté intox, un gros côté... il y a des influences, quoi. Voilà, on est dans une manipulation. Alors, il y a une manipulation de la part de Poutine, il y a aussi un jeu assez sournois de la part de la Chine, Chine qui participe à aucun de ces conflits. Hein. La Chine, elle se contente de dire qu'elle est d'accord ou pas d'accord, mais elle prend soin de ne surtout pas participer parce que plus ses concurrents s'affaiblissent dans ces guerres, et plus de fait, elle devient puissante. Et c'est tout son intérêt. Donc il y a des acteurs qui ont des jeux très complexes, et on voit bien que pour les États-Unis, par exemple, en fonction du résultat des élections présidentielles, ça changera complètement la donne sur est-ce que les États-Unis continueront à défendre l'Europe et à appuyer l'Ukraine, ou est-ce que les États-Unis se replieront, ce serait le cas sans doute avec Donald Trump, et abandonneront une partie de l'Europe aux griffes de Poutine. Voilà. Moi j'ai appris dans tous ces conflits que pour s'aider, il faut commencer par... pour être aidé, il faut commencer par s'aider soi-même. Et si on ne prend pas nos clics et nos claques pour construire une vraie armée européenne, oui, on se met en risque. Surtout si on croit aux promesses des uns et des autres, les États-Unis qui nous défendront toujours, et la Russie qui, bien évidemment, ne viendrait jamais nous attaquer. Tout ça est un mensonge. Alors, j'ai une question un peu par rapport à tout ça, alors un peu, peut-être vous allez la trouver particulière, mais est-ce que vous êtes inquiété, vous personnellement, par rapport au positionnement que vous prenez? Quand je vous vois témoigner, apporter votre discours et tout, je me dis, est-ce que des gens comme vous sont inquiétés? Malheureusement, Mauricio, c'est une question très pertinente, parce que dès le moment où je prends la parole, de toute façon, les plus radicaux m'expliquent immédiatement que je suis forcément porteur de l'autre, de celui qui est en face. Par exemple, sur la guerre en Israël, si jamais je dis quelque chose contre le Hamas, je deviens un agent d'Israël, et si je dis que la politique du gouvernement Netanyahou est infâme, je deviens un agent du Hamas, ce qui n'est évidemment le cas ni de l'un ni de l'autre. Mais d'arriver à conserver une liberté de penser et de s'exprimer, je pense que c'est ce qui fait aussi la chance dans nos sociétés, parce que dans d'autres pays, c'est clair que j'aurais été déporté depuis longtemps, comme la Russie en particulier. Et oui, je subis des pressions, je veux dire quasi permanentes et dans les deux sens. Mais des pressions qui viennent aussi bien de mon milieu familial que de mon milieu amical. Moi, j'ai beaucoup de connexions avec la communauté juive et avec la communauté musulmane. Et je vois bien que dans les retours, alors quand ce sont des proches, ils me disent toujours ça avec politesse. Quand ce sont des gens qui sont plus éloignés, c'est dit avec une forme de radicalité que je n'apprécie pas beaucoup. Mais ils aimeraient que je ne défende que leur point de vue. Au fond, ce qui me donne motif d'espérer, c'est que je vois que de semaine en semaine, je reçois moins de menaces de mort et d'insultes, et de plus en plus de questions, des deux côtés d'ailleurs, me disant mais c'est quoi la sortie possible? Mais comment est-ce qu'on peut lutter réellement contre un organisme terroriste comme le Hamas? Qu'est-ce qui fait que Israël pourrait accepter de vivre en paix avec les Palestiniens? Voilà, moi je suis content quand il y a ces questions, j'ai pas forcément de réponse, mais je me dis c'est comme ça qu'on arrivera à construire l'avenir, c'est pas en balançant des bombes de 250 kilos sur la tête des civils palestiniens. Ouais, et vous savez, quand j'ai annoncé que j'allais, enfin, j'en ai parlé à ma fille, puis après à 2-3 personnes comme ça, des proches, que on allait avoir un entretien et tout, c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que tout de suite c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais tu vas donner la parole à quelqu'un qui a un positionnement. J'ai dit, je m'en fous. Vous avez tellement un positionnement, il faut le faire exprès pour vous prendre... vous savez pas, je m'explique mal, mais vous n'avez pas un discours d'extrême, quoi. Vous avez un discours de tolérance, de compréhension. Vous dites les choses sans parti pris. Le seul parti, c'est d'arriver... Vous, si on vous donnait le pouvoir, d'un seul coup, vous feriez en sorte d'arriver à une paix, à un calme, Donc,
moi, l'idée de m'entretenir avec vous, jamais de la vie j'ai eu peur. Et je vais publier cet entretien. Et voilà, vous n'êtes pas quelqu'un du tout dans la... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que moi, on me l'a posé. Donc je me dis, vous, sûrement que vous subissez des pressions et il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui, mais Maurizio, moi je refuse la radicalité à cause de mon expérience personnelle. Avec les Khmers rouges, c'est quand même, leur radicalisme a permis de faire tuer 3 millions de Cambodgiens sans aide extérieure. Donc on ne peut que s'interroger sur là où peut nous mener une telle radicalité. Et puis après, je suis parti au Rwanda. 1 million de morts en 100 jours. Les nazis n'ont jamais réussi à faire un tel bilan, une telle atrocité. Et enfin, je termine avec les massacres de Srebrenica, commis par soi-disant les alliés de la France, les Serbes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dirigés à ce moment-là par un parti complètement radical et par conséquent, on ne peut que prendre peur de tous les discours et des positions radicales, y compris en France. Moi, en France, je suis ulcéré quand j'entends des hommes et des femmes politiques qui tiennent des discours de haine contre les uns ou les autres. J'ai l'impression qu'ils sont totalement inconscients et irresponsables. Et s'ils sont conscients, ils sont encore plus graves. Encore plus grave, parce que mener à la haine les uns contre les autres, c'est juste détruire notre société. Notre société ne vit que dans notre capacité à cohabiter. Elle ne vit pas dans le fait de reproduire à l'identique, à cloner les gens d'à côté. C'est la richesse de la France et de toutes nos sociétés, c'est d'avoir réussi à intégrer des cultures complètement différentes et à faire vivre ensemble des gens qui s'apportent réciproquement. Moi, quand j'ai commencé au Cambodge, j'ai bien noté que les soldats cambodgiens, les soldats Khmer rouges, c'était des personnes petites qu'on aurait jugées inaptes peut-être à faire la guerre dans nos armées avec les puissants européens. Et pourtant, c'est eux qui ont terrorisé tout le Cambodge pendant des années. Donc la brutalité, la violence est à la portée de tout le monde. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire en sorte, au contraire, de fédérer les gens et de créer un climat qui fait que on met en confiance les uns ou les autres. Moi, je serais heureux le jour où, au lieu de faire une loi anti-immigration, on s'intéressera à l'intégration des immigrés successifs en France et dans la société européenne, de voir comment on fait pour que eux vivent bien et qu'ils nous apportent ce dont on a besoin, parce que c'est une jeunesse, c'est une vitalité, c'est une force dont on sait très bien que nos sociétés n'en ont pas toujours la capacité. Ouais. Je dis souvent, vous voyez, je vous écoute, mais encore une fois, je vais être 1000 fois d'accord avec vous, je suis un membre de banlieue, je vis dans le 93, je suis fier du 9-3, c'est ma vie, c'est 50 ans de ma vie, pour pas dire 56, et on vit tous ensemble. On vit tous ensemble, c'est possible, on vit tous ensemble, et c'est mon discours, c'est ma lutte au quotidien, alors à un autre degré, à un autre niveau, mais c'est mon fardeau, c'est tous les jours, le sujet il vient. Quand c'est pas avec un, c'est avec l'autre. On peut vivre et il faut qu'on vive tous ensemble. C'est comme ça, il y a une race, c'est la race humaine. Et c'est mon quotidien de lutter pour ça. Bah. Alors moi, je suis heureux d'avoir un gendre qui vient du Bénin, qui est un type formidable, d'avoir un gendre qui vient de Syrie. Et on sait que c'est une société qui a été dévastée justement par les dingues et par le radicalisme. Mais quelle chance d'avoir ces différentes cultures. Et puis on a toujours eu, grâce à ma femme qui est très méditerranéenne, je pense que si on pouvait examiner l'ADN de son sang, on trouverait tout le bassin méditerranéen, nord et sud, à l'intérieur de la même personne. Et puis... moi je suis un vrai Français, c'est-à-dire que de multiples passages dans tous les sens, des Turcs par le sud de la France jusqu'aux Vikings par le nord. Voilà, c'est dommage qu'on puisse pas reconstituer notre histoire à partir de l'ADN. Ça calmerait tous les gens qui pensent qu'ils sont uniques. On peut un petit peu, je sais pas si c'est fiable, mais par les trucs, là, héritage, machin, maintenant il y a des trucs qui existent, on arrive un peu à remonter, mais c'est sûr que la psychogénéalogie, c'est hyper important de savoir d'où on vient, qui on est, pourquoi on est... et nos racines, on s'apercevrait qu'en fait on est tous... moi je dis toujours, je suis très religieux, moi, donc je dis toujours on est tous des frères, mais je le pense, et c'est la vérité, on est tous des frères. Il y a une seule race, c'est la race humaine. Voilà. Mais tout à l'heure, je voulais vous dire un truc, je ne sais plus si je vous l'ai dit. On n'a pas envie avec vous, enfin moi, j'ai pas envie avec vous de faire...
j'ai envie de rencontrer des stars, j'ai envie de développer ma chaîne YouTube, j'ai envie, comme tout le monde, d'être connu. Oui, parce que voilà, j'ai envie de partager, donc plus je serai connu, plus je pourrai partager, plus je pourrai faire des rencontres et partager ces rencontres, donc voilà. Mais vous, on a juste envie, et je vous le dis du fond du cœur, on a envie de devenir pote avec vous et que vous veniez bouffer à la baraque et qu'on évoque tout ça. Voilà, vous êtes la personne qui est complètement je crois qu'on dit anticonformisme, non ? Vous êtes hors sujet, vous êtes un livre ouvert. Voilà. Ouais, mais Maurizio, moi je suis comme toi, j'ai 58 ans, encore une fois j'ai eu la chance. J'ai 56. Okay. 56, pardon, tu es jeunesse. J'ai la chance d'avoir traversé des situations invraisemblables où on m'a annoncé mort et je me suis relevé et j'ai pu me sortir de là. Et du coup, j'ai l'impression que chaque jour de vie supplémentaire est un plaisir. Et donc, moi, ça m'intéresse et ça me plaît de pouvoir expliquer et montrer des choses aux gens qui leur permettent de mieux vivre. Partager. Voilà, de partager et puis aussi de montrer ce que tu disais très bien, c'est qu'on vit bien parce qu'on est capable de vivre ensemble. Le jour où on commence à se monter la tête en se disant que l'autre est un danger, mais c'est une catastrophe. En fait, le seul danger, c'est nous, quand on devient con, quoi. Voilà. On est notre propre ennemi, mais on est aussi, voilà, si on a envie de se détruire, c'est facile. Voilà. Et on a la même conception de la vie, c'est pour ça, je vous ai envoyé à peu près 289 messages pour qu'on arrive à se caler, mais je voulais vraiment avoir cet entretien parce que il pourrait durer des heures, on s'approche de la destination et je me dis, mais non, je vous ai posé 3 questions, donc on va essayer de faire un peu plus léger, tout en restant un peu dans le dur, parce que je voulais vous demander une question pareille, un peu particulière, mais votre pire souvenir, si vous aviez un pire souvenir, truc que vous souhaitez à personne, enfin je ne sais pas de quoi ça peut relever, parce que moi j'ai lu votre livre, donc je suis influencé, mais votre pire souvenir, le plus grand regret, voilà. Ouais, pour moi, la pire situation, c'est celle dont on pense qu'on ne pourra pas sortir. C'est quand on a l'impression d'être sur un rond-point et qu'il n'y a pas de sortie, quoi, et qu'on tourne en rond et qu'on n'y arrivera pas. Moi, j'ai un souvenir épouvantable où on est justement près de Sarajevo. Je tombe dans une embuscade et en fait, je réalise à ce moment-là que je n'ai pas de moyen de riposter contre les Serbes qui ont décidé de me tuer. Et en fait, la seule chose qui m'a sauvé, c'est que leur mitrailleuse s'est enrayée. Voilà. Et ça, c'est une mauvaise situation. C'est le moment où exactement l'inverse du nom de mon blog, on subit. Et moi, je déteste subir. Et quand on est dans des situations où on réalise qu'on n'a plus d'alternative, on n'arrive pas à imaginer une solution de sortie, quelque chose de différent, et j'ai trouvé ça épouvantable. Et puis, je l'ai écrit dans le livre qui s'appelle « Vent glacial sur Sarajevo ». Et à partir du moment où je l'ai écrit et publié, c'est devenu un souvenir partagé et je n'en ai plus jamais rêvé. Ça, l'écriture vous permet ça? Ah oui, l'écriture permet, en mettant à la lumière ses propres fantômes, au fond, en les partageant avec les autres, c'est une manière d'alléger son fardeau. Ça, c'est clair. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai pris plaisir à raconter ces histoires qui sont pourtant assez dures. Mais tu as noté aussi que dans mes livres, je ne fais jamais de récit gore. Je n'ai pas besoin de raconter l'horreur, on la comprend tout seul. Juste de raconter ces situations de guerre invraisemblables où on est obligé de prendre des décisions qui sont très dures. Le prochain livre, après Saint-Cyr, ce sera un livre qui raconte une situation qui est vraie, mais que je vais romancer pour pouvoir le raconter de points de vue différents. La vie de Tonton Maurizio. Ça aurait pu être Tonton Maurizio, mais je raconte le cas à Sarajevo, où le nouveau président de la République, c'est Jacques Chirac qui vient d'être élu, nous a donné l'ordre de tuer le chef militaire des Serbes, le général Ratko Mladic, parce que Chirac a l'intuition, on est en juin 95, que Mladic est prêt à commettre les pires horreurs. Et il nous donne l'ordre d'aller le tuer, on monte une opération, et moi je vais guider avec mon équipe des avions de chasse qui vont lancer une bombe d'1 tonne sur la tête de Mladic, qui doit passer la nuit dans une villa bunker. Mais avec une bombe d'1 tonne, il n'a aucune chance. On est très proche de la cible, on l'éclaire avec un faisceau laser, on va tirer notre bombe et décapiter l'armée serbe. Et au dernier moment, Chirac renonce parce qu'un des pilotes des Mirage 2000
va annoncer qu'il a vu des enfants autour de Mladic et va se poser cette question existentielle. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est légitime de tuer des enfants innocents? Évidemment, ce ne sont pas les siens, hein. Ils s'entourent d'enfants comme d'un bouclier humain pour se protéger. Et en fait, les réactions sont très étonnantes. C'est ça que je voudrais raconter d'un point de vue différent. C'est que pour le pilote, c'est une évidence qu'on ne peut pas tuer des enfants. Pour Chirac, il renonce un peu pour son image de marque, parce qu'il sait qu'il ne survivra pas à une série d'articles qui le montreront comme le tueur de ces gamins. Et moi, je suis sur le terrain en opération depuis 6 mois à Sarajevo. J'ai déjà fermé 18 sacs mortuaires et j'ai vu les enfants, mais j'ai donné mon autorisation de tir. D'accord. Voilà, c'est ça l'horreur de la guerre, c'est quand elle t'emmène aux portes de l'enfer. Ouais. Incroyable, hein. Incroyable ce que vous me racontez. Parce que j'allais vous dire votre plus beau souvenir, mais j'ai presque du mal à vous poser la question. Mais je voulais repasser sur du positif vous survivez à ça. Vous arrivez à vivre avec le fait d'écrire. Vous avez trouvé des thérapies diverses pour continuer. Ouais, mon plus beau souvenir, tu vois, moi je sais y répondre presque spontanément parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a un qui m'a marqué. C'est le jour où au Rwanda, j'ai réussi à sortir 5 otages vivants qui étaient aux mains des pires milices. Mais vraiment des tueurs. Voilà, le Hamas à côté, ils auraient fait petits joueurs. Et vraiment là, comment dire, par chance, mais aussi par ténacité, avec une dose d'audace, on est allé leur piquer sous le nez des otages et on les a sauvés sans autre récompense que de sauver quelques vies au milieu d'1 million de morts. Et j'en ai gardé une image, tu vois, l'impression de vivre un peu plus parce qu'on a sauvé quelques vies. Voilà, moi j'ai adoré ces moments-là et j'ai détesté les moments où on a été obligé de prendre des vies, même quand c'était pour des bonnes raisons. Ouais. Drôle de vie, hein. Et après ça, vous prenez votre retraite militaire, et vous partez sur autre chose, vous écrivez, vous évacuez, comme si vous aviez eu une vie et vous en avez une autre après, plus rien à voir, et maintenant, malgré que vous avez une autre vie professionnelle, vous continuez de narrer, raconter, partager, vous avez encore l'envie de partager tout ça et de prendre position. Oui, mais Mauricio, tu as raison, on a tous plusieurs vies. Et en fait, pour moi, l'erreur, c'est... Il y a quand même des gens qui ont des vies plus calmes. Ouais, mais je suis sûr que quand on creuse, tout le monde a eu ses propres aventures et ses propres moments formidables et puis ses moments désastreux. Et ce qui est finalement compliqué, c'est qu'on ne peut pas effacer ces moments, quels qu'ils soient, quoi. Il faut vivre avec. Donc, pour vivre en paix, il faut les reconnaître et puis surtout, il faut les assembler en se disant comment est-ce que je fais profiter de cette expérience les autres. Moi, parfois, je suis confronté à des situations de gestion de crise aujourd'hui, alors que je travaille pour des entreprises, où on me dit « Ah mais c'est épouvantable ce qui nous arrive ». Et c'est vrai qu'en même temps, ça me fait de la peine parce que je me dis épouvantable, quand tu as vu 1 million de morts au Rwanda, ça te fait un peu rigoler. Et en même temps, c'est épatant de pouvoir garder un pas de recul et de leur dire « Attendez, ouais, c'est compliqué, mais en fait, on va y arriver ». Voilà. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est d'espérer toujours trouver une alternative, et une alternative qui ne soit pas de sombrer dans la violence ou la bêtise. Ouais. J'avais eu l'occasion dans ma vie, tout le monde vit des choses difficiles, mais un jour j'avais discuté avec un psy qui avait dans sa clientèle des juifs qui étaient à l'époque, qui faisaient rentrer, qui déclenchaient le système dans les chambres à gaz. Je n'ai pas de parti pris, je raconte juste cette anecdote, qui étaient obligés de fermer la porte et de mettre le truc en route, de tuer leurs propres frères, et les mecs étaient devenus cintrés, enfin, comment on le deviendrait à moindre. Et le psy, les mecs étaient en thérapie, essayaient de se sortir de ça, parce que c'est monstrueux, c'est l'atrocité de la guerre, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de mots, c'est monstrueux. Voyez ? Monstrueux, ça me fait penser, tu vois, à la vie d'Adi Steg, qui est le père d'un ami médecin, et qui raconte comment son père, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a échappé miraculeusement à la Shoah, a cru que sa sœur allait rentrer dans un convoi de la Croix-Rouge de camps de concentration en Allemagne. Et malheureusement, c'était une erreur de la Croix-Rouge. Et ils sont allés l'attendre,
à Paris, persuadés que voilà, ils allaient la retrouver envers et contre tout. Et en fait, ils n'ont jamais eu l'information définitive du fait que leur sœur soit morte. Et je pense qu'à peu près toute sa vie, il a dû espérer avoir ce moment-là, ou au moins avoir l'information contraire, qu'on lui dise mais non, votre sœur est décédée. Moi, je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de ne pas savoir. Il me reste 2 dernières questions. Je t'en prie. Rapide. La première, vous êtes branché un petit peu sport, un petit peu foot? Assez peu, mais j'aime bien regarder, mais je suis pas tellement. Le plus grand footballeur, attention à la réponse, le plus grand footballeur de tous les temps. Je suis pas capable de répondre. Un nom, il n'y a pas un nom qui vous vient? Si, moi j'aime bien ce joueur qui s'est exprimé d'ailleurs sur plein de sujets différents, c'est Zinedine. D'accord, Zidane, ça va, c'est une réponse correcte. Parce que c'est une question piège. Hein. Parce que vous auriez dû me dire Diego Armando Maradona. Mais oui. Bon, allez, vous avez la tête ailleurs, vous n'étiez pas concentré, je vous excuse. Voilà. Et vous avez dans le sac sur la droite devant vous, regardez, il y a un papier cadeau. Ouais. Prenez-le. Alors le papier cadeau, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Soyez pas impressionnés par la qualité du papier. C'est un petit cadeau pour vous. Wow, un grand merci. Voilà. Oh bah c'est super. Voilà. Vous pouvez le présenter à la caméra, mais les gens savent, les gens ont l'habitude du petit cadeau empoisonné. Oh, vous pouvez si vous voulez, mais après, pour la remettre, ça sera peut-être un peu... Voilà, c'est le... Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que c'est une influence? Oui, j'ai l'impression, ouais. Ça a l'air d'être une serviette de bain avec le meilleur joueur du monde, Diego Armando Maradona. Donc la prochaine interview, ouais, attention. d'accord, je m'en souviendrai. La prochaine fois que je m'essuie le dos, je m'en souviens. Voilà, j'ai une dernière question. Alors celle-là, attention, elle est hyper importante. Qui est le meilleur VTC de la planète? De la planète, hein. Elle n'est pas compliquée. Franchement, quand vous avez besoin de vous déplacer, pensez à tonton Maurizio. Merci, monsieur Ancel, merci.